Bonjour à tous. Alors, merci d'être présents. Blandine, je suis responsable du pôle RSE à la FEF. Et donc, le Café PME+, auquel vous assistez, c'est un nouveau format de partage de bonnes pratiques entre entreprises labellisées. Et c'est une première. Donc, on est ravis de vous accueillir. Et je remercie vivement l'entreprise Somapro et particulièrement Marina et Aurore. Vous êtes plus d'une trentaine d'entreprises présentes et un peu plus de 50 personnes normalement qui se sont inscrites. L'animation sera faite par Catherine, que vous avez pu voir. Donc, Catherine est responsable du label PME+, au sein du pôle RSE. Et c'est avec plaisir qu'elle animera ces 30 minutes donc, de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Pour présenter l'entreprise Somapro, vous voyez une petite présentation. Donc, Somapro est une PME familiale française qui est spécialisée dans la fabrication d'aides culinaires déshydratées, salées et sucrées. C'est une entreprise qui existe déjà depuis 1986 et a obtenu la labellisation PME+ en 2015. Donc, le label RSE créé en 2014 par la FEF et co-construit avec EcoCert Environnement. Somapro est spécialiste de la fabrication sous MDD, donc les marques distributeurs, et sur les marchés de RHF, GMS et BVP, et c'est à peu près 14 millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Alors, excusez-moi. Donc, Marina, bienvenue, merci. Et Aurore, donc Marina, directrice QSE R&D au sein de l'entreprise, et Aurore, directrice marketing et communication. Donc, Marina et Aurore travaillent chez Somapro depuis un petit peu plus de 10 ans et leurs missions ont évolué au sein de cette entreprise et aujourd'hui, elles font partie du comité de direction de l'entreprise. Elles sont à l'initiative de la construction de la politique RSE de Somapro et font vivre ensemble une dynamique interne sur ce sujet en impliquant les salariés volontaires pour travailler sur des axes de progrès et des optimisations possibles. Et le groupe s'appelle Les Précurseurs, un joli prénom. Je vous laisse entre les mains de Catherine qui va aborder aussi le sujet précis pour lequel on est réunis aujourd'hui. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un bon moment de partage. Et à l'issue de ces 30 minutes de présentation, surtout la richesse, ce sera dans vos questionnements et les réponses apportées par Marina et Aurore. Donc, bonne réunion à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue et merci, oui, Marina et Aurore pour votre participation. C'est un plaisir de vous accueillir. On va rentrer dans le vif du sujet sur ce format court. Somapro, vous êtes le seul fournisseur à avoir mis en place un emballage monomatériaux 100% recyclable sur le marché des fonds en GMS. Donc, la première question que je vais adresser à Aurore en termes de réflexion interne, c'est quelles ont été vos motivations pour le développement de ce nouvel emballage et est-ce une réflexion en interne ou à la demande de l'un de vos clients? Est-ce que vous m'entendez, Aurore? Vous nous entendez? Oui, c'est bon. Ah, génial. Pardon. Pas de souci. Non, j'étais en train de dire, je vous ai envoyé une slide à la suite de ce que je vous ai envoyé sur l'entreprise et sur Marina et moi, avec un packaging avant-après, si vous vouliez. Tout à fait. Blanche va le partager. Ouais, super. Ça quelques instants. De quoi on parle. Exactement. Pour vous répondre, c'était une initiative complètement interne, pas de demande client. Alors, c'est pas ça. Non, ça va arriver. Donc, c'était une initiative interne
Alors, on parle d'un projet qu'on a lancé en 2016. On sortait d'un changement de rénovation de packaging sur le marché de la RHF. Comme on vous le disait tout à l'heure, on est sur différents marchés, la RHF, la GMS et la BVP. BVP, c'est boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Donc, on sortait d'un projet de rénovation packaging en RHF sur lequel on était en retard. Là, en fait, nos concurrents avaient un emballage plus moderne et plus recyclable que nous. Donc, on avait un peu de retard sur ce marché qu'on a rattrapé et on voulait absolument faire l'inverse en GMS, prendre une longueur d'avance et surtout sécuriser le business avec nos clients existants. Donc voilà, le projet a été lancé en initiative interne, piloté en interne, sans demande client. Très bien, merci beaucoup Aurore, c'est très clair. Et quel était l'objectif principal de ce changement d'emballage? Alors, l'objectif principal, comme je viens de le dire, c'était surtout de loquer nos clients, sécuriser le business que l'on avait avec nos clients sur le marché de la GMS, qui est un marché hyper risqué finalement. Je pense que beaucoup travaillent avec la GMS, ça fonctionne en appel d'offres, etc. On sait qu'on travaille avec eux pendant quelques années, mais c'est toujours un business sous risque. Donc, le premier objectif, c'était de sécuriser le business avec nos clients existants. C'était de valoriser la MDD. Nous, on fabrique des produits qui sont vendus sous marque de distributeur. La MDD n'est pas forcément toujours valorisée par rapport aux marques nationales, donc on voulait valoriser la MDD et surtout améliorer aussi la recyclabilité de notre emballage qui n'était pas recyclable jusqu'à présent. On avait le même emballage que la marque nationale sur ce marché, la marque nationale étant Magie. On avait le même emballage, comme souvent ça se fait, et on voulait valoriser la MDD par l'emballage cette fois. C'est clair, très bien. Cette fois-ci, je vais m'adresser à Marina pour des questions un peu plus techniques. Est-ce que Marina, vous pouvez nous expliquer le chemin parcouru depuis l'émergence de l'idée à la transformation et enfin la mise en vente du produit? Alors du coup, c'était au début, comme l'a dit Aurore, une initiative interne. On avait l'ambition d'avoir un nouvel emballage qui était monomatériaux et recyclable. Donc, on a déjà commencé à travailler avec des professionnels, donc, nos fournisseurs d'emballage, Citeo et aussi des écoles d'emballage, notamment à Reims. On a la chance d'avoir ESSI Reims, qui est une école d'ingénieurs d'emballage spécifiée. Et donc, du coup, la première étape, ça a été d'identifier en fait quels seraient les avantages de notre emballage, quelles caractéristiques il pourrait avoir. Parce qu'évidemment, la simplicité aurait été de prendre un standard chez nos fournisseurs, sauf que l'ensemble de leurs standards ne répondait pas à 100% de nos attentes. Donc, on a pensé le projet avec eux et intégré toutes les contraintes techniques. On voulait un emballage qui soit inviolable pour avoir des garanties de sécurité alimentaire. On voulait un emballage qui soit empilable pour réduire le flux lié aux approvisionnements des emballages vides, parce que notre ancienne boîte, elle est plate, enfin elle est ronde, donc du coup, elle était livrée en couches et non empilable. Et donc, on voulait aussi penser à un avantage produit, un plus produit, pour que cet emballage soit vraiment innovant et apporte un plus à l'utilisateur. Donc, on voulait intégrer cette notion de bec verseur qui n'existait pas sur le produit d'avant. Donc, en fait, l'ensemble de ces échanges qu'on a eus avec nos fournisseurs et nos partenaires nous ont permis de définir un brief précis et de rédiger un cahier des charges. La deuxième étape a été d'envoyer ce cahier des charges à l'ensemble de nos fournisseurs pour en fait sélectionner celui qui nous offrait la meilleure proposition en termes de technicité, d'emballage, de garantie, etc. Et donc de là, on a validé un fournisseur d'emballage, et on a fait des prototypes. C'est à partir de là qu'on commence la deuxième étape avec les tests industriels. Donc, les tests industriels à cette étape-là, c'est des tests de remplissage, parce qu'il fallait évidemment s'assurer que nos produits étant en poudre, mais d'une recette à l'autre, la volumétrie du produit n'est pas la même, et donc il fallait quand même s'assurer que l'ensemble de nos produits sur ce format rentraient dans cette boîte avec le volume qu'on avait défini au début du projet. Il fallait valider qu'on pouvait fermer la boîte de façon hermétique pour ne pas intégrer un risque pour le consommateur.
et puis que la boîte était étanche. C'est-à-dire qu'on n'intégrait pas non plus un risque sur la conservation long terme avec ce type d'emballage, là où avant on avait une boîte sertie mécaniquement. Donc c'était quand même deux types de scellage différents. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, donc ça, c'était plus des contraintes, je dirais, qualité, garantie produit. On a aussi intégré, en troisième étape, évaluer l'impact que pourrait être pour nos clients ce changement de boîte. L'impact en linéaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un format standard identique à la marque nationale. Chacun des enseignes avec lesquelles on travaille ont des meubles pour mettre les boîtes en rayon. Certains ont des meubles magiques, d'autres ont des meubles spécifiques de leur enseigne. Et donc, il fallait vraiment qu'on s'assure que ce changement de boîte ne serait pas une vraie contrainte pour eux, pour la mise en rayon, ou alors à l'inverse, pour le picking du consommateur dans le rayon. Donc, on a fait différents tests avec les prototypes, différents tests dans plein d'enseignes avec lesquelles on travaille, et même celles avec lesquelles on ne travaille pas, pour être sûr que c'est un projet qui était viable dans le temps et jusqu'à la vente, commercialisation du produit. Une fois que ces deux étapes, donc industrielle et impact client, ont été validées, on a enclenché derrière la fabrication du moule pour lancer à l'échelle industrielle les boîtes. Donc là, on a fait un premier investissement de 60 000 € pour commercialiser ces boîtes. La troisième étape, ça a été d'évaluer quels sont tous les avantages, tous les impacts, tous les gains environnementaux qu'on va avoir avec ce changement d'emballage. L'objectif étant d'identifier en fait des atouts, des éléments qu'on peut mettre en avant pour convaincre nos clients MDD, parce que là, on était en train de bousculer le standard du marché en passant d'une boîte monomatériaux comme le leader Magie à monomatériaux sur une boîte avec bec verseur, enfin voilà, quelque chose de complètement différent, conique. Une fois qu'on avait identifié tous les arguments, il a fallu convaincre, donc construire un kit. Nous on appelle ça un kit pour les commerciaux, de manière à ce que les commerciaux obtiennent un accord de l'intégralité de nos clients. On ne pouvait pas se permettre d'avoir un refus d'un client, parce qu'en fait, on venait changer notre ligne de conditionnement. Pour cet emballage, en fait, on venait retirer l'ancienne ligne de conditionnement pour la remplacer par la nouvelle. Je ne sais pas si tu as donné le coût, je ne pense pas. Coût de cette nouvelle ligne de conditionnement. C'était 1 million d'investissement, donc 10% du chiffre d'affaires à l'époque. Voilà. C'est un investissement conséquent. Si je poursuis sur la partie changement de l'emballage et impact, on n'a pas fait de test de vieillissement au moment du lancement de la boîte, pour la simple et bonne raison qu'on avait déjà de l'historique via notre gamme RHF sur la conservation des boîtes de nos produits dans un emballage monomatériaux. Donc, ce n'était pas un risque qu'on prenait pour la conservation de nos produits. Par contre, on a quand même, par sécurité, baissé notre DLIO de 6 mois. Donc, on a des DLIO longs, on est passé de 24 à 18. Le temps de lancer les produits, de faire des tests de vieillissement en temps réel pour vérifier l'agglomération, les stabilités microbiologiques et organoleptiques sur ce nouveau format, ces produits caractéristiques de la GMS. Aujourd'hui, on est revenu à une DDM initiale de 24 mois. Donc, en fait, ce changement de boîte n'a eu aucun impact sur la conservation de nos produits, sur ce nouvel emballage. C'était un peu long, ça a duré 21 mois, tout ça. Toutes ces étapes au total. Merci pour tous ces chiffres. On a bien noté 1 million d'investissement, 10% du chiffre d'affaires et le moule à 60 000 €. C'est ça. Ouais. Une prise de risque et on note aussi que le projet est vraiment à votre initiative avec l'objectif de convaincre le marché, enfin les enseignes du bien fondé de cette innovation. Le résultat à la suite de toutes ces étapes, Marina, le résultat financier,
le nombre de Les retombées commerciales, clients convaincus, etc. Grâce à cette innovation, on a, comme le disait tout à l'heure Aurore, pérennisé en fait les clients qu'on a avec lesquels on travaillait déjà, en fait en ayant une longueur d'avance par rapport à nos concurrents, puisque finalement on avait un avantage qu'ils n'avaient pas, c'était la boîte recyclable. Et ça nous a aussi permis de rentrer chez d'autres clients, notamment Système U avec qui on ne travaillait pas à l'époque. Donc, difficilement chiffrable la conservation d'un business. Mais en fait, on travaillait avant avec l'intégralité de la GMS, enfin quasi l'intégralité de la GMS, et on a conservé ça. Et peut-être qu'on ne l'aurait pas conservé si on n'avait pas changé d'emballage. Donc ça, c'est difficilement chiffrable. En revanche, ce qui est chiffrable, c'est le gain d'un nouveau client. Donc, on ne travaille pas avec Système U. On a décroché Système U en grande partie grâce à cet emballage 100% recyclable. Ça représente pour nous plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en plus. Oui, c'est clair. Très bien. En termes de ressources internes et externes, on a parlé de l'interne en partie. Qui ont été vos partenaires dans ce projet en termes de fournisseurs, de consultants? On a parlé des enseignes, mais peut-être revenir sur le sujet pour mettre en œuvre cette innovation. Déjà, effectivement, en interne, ça a mobilisé énormément de monde. C'était vraiment un projet d'entreprise. On a mobilisé le marketing, les achats, l'industrie, le commerce. Ça a été vraiment un projet fédérateur dans l'entreprise transversale. Et puis, en externe, on a travaillé avec des fournisseurs d'emballage, Citeo, l'organisme d'éco-conception, avec qui en fait on a souvent échangé parce qu'ils sont en fait ils ont c'est un vrai soutien technique sur la partie emballage. Et puis on a la chance d'avoir une école d'ingénieurs emballage à proximité de notre entreprise, avec lesquels on a pu intégrer les contraintes techniques d'un emballage, de la conservation, le rôle d'un emballage, parce que finalement l'emballage c'est quand même très technique. Nous, notre métier, c'est le produit, et finalement, l'emballage, il a un vrai rôle. Donc, ça nous a vraiment permis d'intégrer toutes les contraintes et finalement de minimiser le risque d'échec sur le lancement de ce nouvel emballage. Citeo, et d'ailleurs, nous a beaucoup pris pour exemple suite à cette innovation. Et ils nous ont fait l'honneur d'être présents lors de l'inauguration de la ligne en 2016 chez nous à Somapro, avec le DG de chez Citeo qui est venu à l'inauguration avec la mairie de Reims, la présidente du Grand Reims. Enfin, voilà, ça a été un vrai événement mis en avant chez Citeo, et encore aujourd'hui on est sollicité et mis en avant sur cette initiative. D'accord, parfait, merci beaucoup Marina. En termes de freins, enfin d'irritants lors du développement, quels ont été les freins rencontrés et comment vous avez pu les surmonter? Pour nous, le frein le plus important, c'était vraiment de réussir à convaincre nos clients MDD que cette initiative allait valoriser leur offre. En fait, comme l'a dit tout à l'heure Aurore, on ne pouvait pas se permettre qu'un client n'adhère pas au projet, puisque en fait, si on avait un refus, on ne pouvait pas aller au bout du projet, parce que forcément 100% des clients devaient adhérer pour le changement de format. Le deuxième frein, ça a été aussi la place qu'on a dans l'usine. Les murs ne sont pas extensibles. Et en lien avec le premier frein, c'est qu'on avait besoin que 100% de nos clients adhèrent parce qu'on n'avait pas la place de faire coexister les deux formats dans notre entreprise. Et donc, il fallait faire un changement de l'ensemble des clients en une fois, même date de lancement pour tout le monde, parce qu'on n'avait pas de place et que du coup, il fallait absolument que 100% adhèrent. Et donc, du coup, pour s'assurer que 100% de nos clients nous suivent, ça a été la préparation d'arguments commerciaux, la préparation de kits, de démontrer que en fait, c'était une réelle opportunité pour eux, pour nous et pour l'environnement de lancer une boîte recyclable. Et ce qui a été du coup atteint puisqu'ils nous ont tous suivis dans ce projet. D'accord. Très bien. C'est clair aussi.
Merci Marina. Est-ce que ça a permis ce développement de nouvel emballage, d'innovation, de dupliquer cette initiative sur d'autres emballages de l'entreprise? Alors à ce jour, non, on n'a pas encore initié de nouveaux changements sur notre type d'emballage, mais on est en cours de réflexion sur les emballages qui nous restent en portefeuille, qui offrent moins de garanties sur la partie recyclabilité. Et donc on travaille, mais c'est des plus petits secteurs, mais on travaille aujourd'hui effectivement sur le changement d'autres, notamment des laisses, des complexes PE-PET. Et donc, du coup, on utilise la même stratégie qu'on a déployée en 2015, c'est-à-dire imaginer le projet de demain, l'emballage de demain. Est-ce qu'on pourrait intégrer une innovation en même temps? Parce que c'est l'opportunité, puisqu'on est dans le changement. Et puis cahier des charges précis. Enfin, voilà, mais on n'en est qu'au début. L'objectif de nos changements d'emballage serait pour une sortie sur 2025-2026. Effectivement. Ok, très bien. En termes de bénéfices, maintenant, peut-être Aurore, est-ce que vous pourriez nous identifier ce que ce projet a apporté à l'entreprise, aux collaborateurs, bien sûr, mais également aux partenaires avec qui vous avez travaillé? Alors, il y a eu pas mal de bénéfices, effectivement. Pour l'entreprise, d'un point de vue commercial, je pense qu'on a fait le tour et c'était super important, le fait de sécuriser notre business. Ça y est. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que la personne qui a son micro ouvert peut le couper, s'il vous plaît? Donc, je disais, d'un point de vue commercial, sécuriser le business existant qui n'était vraiment pas neutre. On n'a reçu aucun appel d'offres depuis 2016 qui nous a challengé en GMS. C'était vraiment un vrai confort. Le fait de gagner un nouveau client aussi. D'un point de vue marketing, la fierté, là, ça a été de cette fois ringardiser nos concurrents. Parce qu'en fait, on est le seul sur notre marché à avoir un emballage recyclable. La marque nationale est toujours sur un emballage non recyclable multimatériaux. Et nos concurrents en MDD, du coup, sont effectivement toujours aussi en emballage multimatériaux non recyclable. On avait fait le choix au moment du lancement de notre emballage monomatériaux de déposer un modèle à l'INPI. Donc, on a protégé notre nouvel emballage. Ce qui n'était pas idiot du tout, parce que du coup, ça nous a donné une longueur d'avance. Et on savait que finalement, personne n'allait arriver avec la même boîte dans les années qui arrivent. Et effectivement, ce n'est pas arrivé. Personne n'est arrivé avec un emballage recyclable. En termes d'image aussi, on a été reconnu et on est toujours cité pour exemple aujourd'hui comme un fournisseur innovant et force de proposition. Nos clients distributeurs ont pu prendre cet exemple pour valoriser leurs actions RSE, etc., ce qui n'était vraiment pas neutre. Pour les collaborateurs, une certaine fierté en fait, d'appartenir à Somapro, qui est une entreprise innovante et engagée dans des projets RSE. De plus en plus, on l'a ressenti. En termes de confort de travail aussi, ça a été un gain en termes d'ergonomie. La nouvelle ligne de conditionnement a apporté des bénéfices. Il y avait moins de déplacements et puis la hauteur plus adaptée. La hauteur de travail était plus adaptée. Et puis, pour les partenaires, je l'ai dit, le partenaire client, possibilité pour eux de mettre en avant cette action RSE, de valoriser leur MDD. Les partenaires fournisseurs et financiers, voilà, satisfaction de travailler sur des projets avec ce genre de valeurs RSE et innovantes. Et environnementale. Oui, c'est clair, très bien. Merci beaucoup, Aurore. En termes on a évoqué les retombées commerciales, l'image de marque. Je pense qu'on a déjà évoqué ces points. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en termes de retombées? Non, on a fait le tour. Ouais, très bien. Alors, en termes de valorisation, plutôt sur l'économie de matière, économie d'énergie,
baisse des émissions de CO2 ou déchets évités. Est-ce que vous pourriez nous indiquer les améliorations qui ont été tirées directement de ce projet? Alors, du coup, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de passer de 5 matériaux à 1 dans l'emballage. Et puis, du coup, ça a eu un impact direct sur le poids de l'emballage, puisqu'on a eu une réduction de 63% en passant d'un emballage de 30 grammes à 11 grammes. Le fait qu'on voulait que ce soit empilable, ça nous a aussi permis de considérablement réduire le nombre de camions d'approvisionnement d'emballage vide, puisqu'on est passé de 17 camions livrés par an à 11. Donc, pareil, une réduction de 35% du flux de camions sur la route par an. Et puis, je dirais que le plus gros avantage de ce projet, c'est qu'on est passé de plus de 3 millions de boîtes jetées à 3 millions de boîtes recyclables. D'accord. Et les chiffres sont très, très parlants, hein, surtout sur le poids, moins 63%, ça c'est énorme. Et puis, 3 millions d'unités qui sont aujourd'hui recyclables, hein, comme vous précisez, recyclées, recyclables, plutôt que jetées, ça change énormément la donne. C'est ça. Merci beaucoup, Marina. En termes de, quels conseils à proprement dit vous adresseriez aux personnes qui sont ici présentes et qui s'intéressent au sujet de la construction d'un projet d'emballage monomatériaux, qui souhaitent franchir le pas et mettre sur le devant de la scène de leur entreprise ce sujet, quels conseils vous leur apporteriez aujourd'hui? Alors surtout de ne pas hésiter. En fait, la recyclabilité des emballages est vraiment regardée par tout le monde et surtout par les enseignes distributeurs. On n'a eu aucun problème pour obtenir des rendez-vous pour présenter cette innovation à partir du moment où on leur disait qu'on arrivait avec un emballage 100% recyclable. Donc, voilà, le premier point, c'est que finalement, vous n'aurez pas de mal à être entendu. Après, en termes de conseils, anticiper un maximum de choses. Et là, c'est sur ça qu'on a été bon, je dirais. À partir du moment où on savait qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir un seul refus, en plus parce qu'on était en MDD et que sur une MDD particulièrement, en fait, on n'est pas seul décideur. Mais parce qu'on avait cette contrainte-là, on a tout anticipé. Et voilà, d'un point de vue technique, tout a été anticipé. Et on s'est beaucoup appuyé. On n'a pas travaillé seul. Pas travailler seul, pardon. Et ça, c'est un vrai conseil. Ne travaillez pas de manière isolée. Faites-vous accompagner. Si Théo est hyper ouvert sur ça, voilà, de bons conseils techniques. Les écoles d'emballage, il y en a plusieurs en France. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même plusieurs en France. Vous pourrez vous appuyer sur eux. Ce n'est pas des coûts très, très onéreux non plus. Et ça apporte un vrai plus. Mais sinon, en termes d'anticipation, donc l'anticipation technique absolument, sur la conservation des produits, etc. Et moi, si je parle de la partie marketing ou commerciale, c'était pas neutre en fait le fait de n'apporter aucune complexité aux clients. Ils sont habitués de travailler avec cet emballage, ils en mettent tant par rayon, etc. Il fallait surtout pas qu'avec ce nouvel emballage, ils en mettent moins en rayon ou que finalement le client ait du mal à prendre l'emballage dans le rayon. Et ça, on s'en est rendu compte sur le terrain. En fait, Marina le disait tout à l'heure, on travaille avec quasi l'intégralité des clients, des distributeurs GMS. Ils n'ont pas tous les mêmes meubles de présentation de nos produits. Et puis finalement, il fallait que cette boîte-là s'intègre dans ce meuble-là facilement, qu'on puisse retirer, parce que parfois, en fait, on ne retire pas facilement les boîtes. Il faut avoir une petite action pour le lever, les sortir. Ce n'était pas évident finalement, parce qu'en fait, on a apporté le plus d'avoir une boîte empilable à vide, contrairement à avant. Et du coup, cette boîte est un petit peu plus haute. Et du coup, voilà, il fallait absolument que la boîte puisse toujours être retirée en rayon. Il fallait absolument qu'on en mette autant, etc. Donc, il y a eu vraiment un gros travail là-dessus. Et voilà, c'est une des premières questions qu'on a eues. Quel est l'impact pour moi en linéaire? On aura dit zéro impact. Voilà, à partir de ce moment-là, c'était hyper fluide.
Et ça a participé au fait qu'on ait eu un accord de tout le monde. Donc, en résumé, ne travaillez pas de manière isolée et anticipez un maximum de choses. Très bien, merci Aurore. C'est clair, je crois. En termes, enfin, est-ce qu'il y aurait des informations que vous souhaiteriez ajouter pour informer davantage les labellisés présents aujourd'hui sur ce gros projet que vous avez mis en œuvre chez Somapro? Parce qu'on a oublié en quelque sorte un point primordial. Alors, on n'a pas parlé de la partie prix, et je pense que ça intéresse pas mal de monde. C'est pas neutre ce que je vais vous dire. En fait, on a investi, Marina vous l'a dit tout à l'heure, 1 million d'euros pour la ligne de conditionnement et 60 000 euros pour le moule. Il faut quand même pouvoir le faire. Mais ça, c'est une stratégie d'entreprise. Mais à côté de ça, en fait, notre nouvel emballage nous a coûté un petit peu moins cher, nous coûte un petit peu moins cher. Et ça, finalement, c'est pas neutre. Et pour autant, en fait, on a décidé et réussi à passer une petite hausse chez nos clients, malgré le fait que la boîte était un petit peu moins chère, mais derrière, il y avait des investissements, etc. Mais en fait, on a passé une petite hausse, mais facilement. En fait, c'était vraiment pas un problème. On n'a pas été challengé, etc. À partir du moment où tout le monde était gagnant, en fait. Tout le monde était gagnant, on apportait un plus, de la recyclabilité, de l'image, enfin voilà. Donc ça a été finalement facile. Donc tout le monde était gagnant dans cette histoire et on regrette absolument pas de s'être relancé. Je crois qu'on a vraiment un panel d'informations très très concret. Un grand merci à toutes les deux, Aurore et Marina. Je vous propose de passer aux questions. J'avais déjà une première question dans la boîte questions et réponses qui était sur le poids de l'emballage de la part d'Alexandre LSDH. Je crois qu'on a répondu à ce point, Alexandre. Tout à fait, oui, elles ont C'était clair pour vous? répondu. Oui, c'était très clair. J'avais juste, pendant que j'avais la parole, une petite question. Parce que vous n'avez pas parlé du matériau sur ce nouvel emballage. On est d'accord, c'est du polypropylène, hein, c'est ça? Ouais. On a aussi la question de Guylaine de la crêperie Jarnoux qui pose la question sur le matériau. Je vous laisse répondre, Marina. C'est ça, c'est du PP, du polypropylène. 100%. 100%. 100%. L'étiquette, avant, on avait une étiquette papier qui entourait la boîte. Aujourd'hui, on est en IML, donc c'est une étiquette aussi PP. En PP, ouais, qui est moulée, intégrée dans la boîte. Même en termes de visuel et d'image produit, la boîte est beaucoup plus qualitative que l'étiquette papier dans la boîte carton multimatériaux. Très intéressant. L'intégration du matériau sur l'impression, oui. Ça permet au cyclage 100% garanti. Y a-t-il d'autres questions? Oui, bonjour. Je vous en prie. J'ai levé la main. Alors, c'est Mathé, je travaille pour le groupe Pierre Schmitt, je suis responsable R&D. J'avais une question. Vous avez évoqué en début de séance une réduction de la DLC, même si elle a été que temporaire, assez, enfin pas anodine, clairement de plusieurs mois. Est-ce que ça aussi, ça a été facile à défendre auprès de la distribution et des MDD? Oui, parce que c'est une pratique qu'on a toujours initiée, qu'on a d'ailleurs aussi initiée quand on a fait du clean. En fait, dès qu'on a, parce qu'on est quand même sur des produits des LUO très longues, des DM très longues, et finalement, sur notre catégorie de produits, les tests de vieillissement accéléré dégradent trop le produit. En fait, la poudre, elle est tout de suite impactée par l'humidité, et donc du coup, un test accéléré dans des étuves ou autres n'est pas représentatif de la réelle conservation du produit en temps réel. Donc, on a ce besoin d'avoir du temps pour tester les produits sur le long terme. Et finalement, c'est aussi une garantie qu'on offrait à nos clients de diminuer la DDM. On reste quand même sur quelque chose de assez long, c'est-à-dire que les rotations de nos ventes nous permettaient de passer de 24 à 18.
Et puis, du coup, ça a permis aussi de montrer qu'on était bon à 18, on était bon à 21, on était bon à 24 et on a pu remonter l'ensemble des BBM à 24 mois. Mais c'était aussi une garantie pour eux. Et finalement, quand on est sur 24 mois, on a une bonne rotation de produits, passer à 18, ça n'a pas été une contrainte en tout cas. Et j'avais une deuxième question, et après je laisserai la parole aux autres participants. La question de l'éco-score. Un affichage éco-score, est-ce que c'est quelque chose à un moment que vous avez envisagé sur vos boîtes? Aujourd'hui, non. On est en réflexion sur le sujet, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est encore lancé. Mais effectivement, ce serait un bénéfice, un avantage par rapport aux standards du marché, effectivement. Alors, c'est une réflexion que nous, on peut pousser auprès de nos clients, mais ça reste, parce qu'on est en MDD, ça reste dans les mains du client. En fait, et parfois, il y a des décisions qu'on ne comprend pas, mais ils ont une stratégie générale pour leur MDD, etc. Et voilà, donc quoi qu'il arrive, on pourra pousser. Je trouve que c'est intéressant pour nous, mais ce sera le client distributeur en GMS qui décidera. Ouais. Ok, merci pour vos réponses. De rien. Merci. Bonjour, j'avais une question concernant le côté effectivement recyclable sur les packaging. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en avant quelque part sur le produit? Surtout au moment du lancement. Alors, il y avait la consigne de tri déjà, À l'époque, de oui. base. À l'époque, on pouvait différencier par la consigne de tri un emballage recyclable et non recyclable. C'est ça. Aujourd'hui, non, mais à l'époque, on pouvait. À l'époque, on pouvait le différencier par la consigne de tri. Alors, certains, encore une fois, ça revient à la décision de l'enseigne. Nous, on a vraiment poussé pour qu'ils le communiquent, en fait, à la fois sur le fait que cette boîte était 100% recyclable et à la fois pour ce petit plus qu'on a apporté, qui est le couvercle Sopower. Certains ont fait le choix de le faire et ils l'ont fait pendant 2 ans, je dirais, et ils l'ont retiré ensuite. Certains ne l'ont pas fait plus que ça. Voilà, c'était pas dans nos mains. En revanche, certains ne communiquaient pas sur le packaging, mais communiquaient dans leur catalogue, par exemple, au moment du lancement. Enfin voilà, il y a eu différents choix d'enseignes. Ok, d'accord, merci pour votre réponse. Merci. Ah oui, je vous en prie. Bonjour. Tout ce que vous avez présenté fait largement écho chez nous. Donc, on travaille majoritairement en MDD pour le Roquefort. On a un projet qui ne concerne pas l'emballage primaire, mais la caisse de transport pour passer tout en caisse ouverte. Et la problématique qu'on a actuellement, on utilise à peu près la même stratégie que vous. On a construit un argumentaire pour les commerciaux. La problématique qu'on a actuellement, c'est qu'on ne sait pas à qui s'adresser quand on est en MDD. Parce que est-ce que c'est le commercial qui en parle au responsable, à l'acheteur, MDD? Sauf que l'acheteur MDD, il est là pour parler du prix. Si on se tourne vers le service marketing, on n'a pas forcément de réponse non plus, ni vers le service qualité. Moi, ma question, c'est savoir vers quel type de service vous êtes tourné concernant les MDD, pour commencer à parler de ce sujet. Alors, Marina, je ne suis pas sûre que à l'époque, tu as eu des échanges avec la qualité. Non, on est passé par nos acheteurs classiques. Okay. En fait, donc, c'était commercial. Enfin, nous, marketing, on mettait ce fameux kit aux commerciaux. Parfois, le commercial y allait seul avec son contact achat. Parfois, on fait souvent, selon ce qu'on propose, on fait un double rendez-vous commercial marketing, côté Somapro. Maintenant, le premier contact, c'est toujours l'acheteur. Et puis, il arrive qu'il décide de nous faire rencontrer la personne en charge du marketing ou la personne en charge de la MDD ou la personne en charge de l'emballage. Ça dépend de l'enseigne, en fait. Mais la porte d'entrée, c'est vraiment l'acheteur. Oui, parce que c'est quand même vraiment pas facile quand on travaille avec eux d'identifier la personne cible, en fait. Et si je reprends, du coup, le déroulé de votre stratégie, en fait, vous ne les avez pas consultés en amont. Non, pas du tout. Et donc, c'était super risqué aussi. Oui, carrément. Parce que du coup, vous pouviez investir dans la ligne et à la sortie, y aller avec le produit et qu'ils vous disent non, quoi. Alors, on n'a pas appuyé sur le bouton de l'investissement sans avoir les accords clients. Oui. Mais en revanche, on a passé énormément de temps. Au risque que finalement, on n'y aille pas. Après, il y avait quand même pas mal de signaux positifs. On était convaincus d'un succès avec une Parce que c'est vrai que nous, on est plus dans la réflexion d'envoyer un courrier à nos clients MDD pour leur annoncer notre volonté de passer en caisse ouverte avec la même problématique que vous, c'est-à-dire que par manque de place dans l'usine, on ne peut pas conserver un ancien format, un nouveau format. Donc, si on effectue le changement, c'est vraiment un changement de rupture pour tous les clients, toutes les références. Et du coup, il faut quand même que
nous, en amont, avant d'investir dans quoi que ce soit, on puisse valider que ce sera OK pour tous nos clients. Alors là, on parle d'un suremballage, je me rends moins compte. Mais dans tous les cas, je veux dire, la démarche, c'est la même. Et c'est de se Ouais. dire, Ouais. Et vous serez le seul à faire ça? Personne n'a jamais fait ça? il y en a qui le font, mais je pense qu'on a surtout aussi des freins en interne ou des freins qu'on se met en interne aussi. Ça ne marchera pas. Il est bien conscient, juste regarder ce que ça peut apporter, comme positif Oui. au client et évaluer bien les risques possibles en fait. Faites cet exercice de regarder quels sont les risques possibles ou les contraintes que ça peut apporter au client. Si vous vous rendez compte que ça ne peut apporter que du positif, effectivement, je pense qu'il n'y a pas gros risque et peut-être qu'une lettre suffit comme vous voulez le faire. En revanche, peut-être ça vaut le coup quand même de présenter le projet si c'est un petit peu plus complexe que ça. Je pense que ce sera. Merci en tout cas pour la présentation. Merci beaucoup pour ces réponses claires. Blandine précise à tous dans la discussion que pour un interlocuteur emballage, il faut penser à votre interlocuteur Trace One, partie emballage. Et dans la discussion pour information. On arrive au terme du timing, mais y a-t-il une autre question? Non, juste une remarque, Alexandre, LSDH. On a aussi beaucoup, nous, on passe aussi beaucoup par nos interlocuteurs RSE maintenant, qui sont de plus en plus présents, notamment si je pense à Carrefour, où ils agissent pas mal. Donc, ça peut être un bon accès, en tout cas, en premier abord, d'aller interroger ces gens-là et pour qu'ils fassent après remonter directement aussi aux achats de l'enseigne. Donc, voilà, c'est une piste de réflexion qui est possible aussi. C'est vrai que là, nous, on parle d'un projet qu'on a lancé en 2016, du coup. Ça s'est vachement plus structuré, surtout d'un point de vue RSE depuis. Effectivement, peut-être qu'il y a des interlocuteurs plus adaptés côté RSE maintenant. En tout cas, complémentaires. Notamment chez, je dirais, presque l'ensemble de nos clients aujourd'hui, on a vu apparaître des responsables emballage, en plus des responsables qualité. Et je pense que ces interlocuteurs-là sont sensibles à ce type d'innovation, ce type de changement. Oui, je me permettais, je reprends une petite précision sur ce point. En effet, les postes responsables emballage sont nés un peu partout dans les enseignes de grande distribution. Et je pensais à Trace One, c'est parce qu'à l'époque, j'étais responsable emballage chez Auchan pour la MDD. Et en fait, j'étais la clé d'entrée pour recenser. C'est pour ça, je sais que 2 ou 3 personnes sont arrivées chez eux. Et c'est des contacts privilégiés qui, après, vont pousser l'info aussi auprès des chefs de produits et des ingés qualité. Je vais juste vous demander un petit service, je me permets. Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras, si ça ne vous ennuie pas, en sachant qu'on souhaiterait faire un post sur les réseaux sociaux. Donc, si ça ennuie quelqu'un, n'hésitez que cette personne, en tout cas, n'allume pas sa caméra. Mais c'est important aussi de valoriser cette démarche. Donc, je laisserai conclure Catherine. En tout cas, moi, je vous remercie. J'ai une dernière question. Allez-y. Pardon, excusez-moi. Quel est le fabricant de pots et de couvercles que vous avez retenu, avec lequel vous travaillez? Il s'appelle Poppelman. Il est en Allemagne. Okay. Mais il y a d'autres faiseurs en France. Enfin, il y a pas mal de fournisseurs PP sur le marché. Merci beaucoup. Ouais. Merci. On va aller pour la photo. Faites un beau sourire pour la photo. On va en faire 2, 3. Je vais laisser la main à Catherine pour conclure. En tout cas, moi, je vous remercie. Et logiquement, prochain Café PME+, sur septembre. N'hésitez pas à nous remonter vos remarques pour qu'on puisse toujours s'améliorer, parce que la FEF aussi a pour mission de pouvoir performer par rapport à vos attentes. Donc, rentrez en contact avec Catherine. Et encore 1000 merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci à vous.
Merci, Blandine. bonne journée. Merci. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Un grand merci à Aurore et Marina de Somapro pour leur partage d'expérience. C'était effectivement extrêmement concret et enrichissant. Enfin, j'espère que vous avez appris. Et n'hésitez surtout pas, oui, à passer par mon relais pour des questions complémentaires ou des partages d'expériences en plus de ce que vous avez eu aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt pour un prochain Café PME+, avec la FEF. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Beaucoup, au revoir. Merci. Bravo, Catherine. Bon, écoute, C'était très, très bien. ouais, merci. C'est Vraiment, timing parfait. c'était super. Ce qui sera important, c'est de recenser. N'hésite pas à les relancer. Ouais, Parce que vraiment, le but pour nous, c'est de capitaliser. capitaliser, bien sûr. Après, je pense que le sujet est vraiment un sujet d'actualité. Ah oui, complètement. Il y a une déperdition un petit peu de participants, parce qu'au final, c'est à peu près 25 si on nous enlève. Transmet, fais un petit topo.